Une famille aisée et religieuse décimée en pleine nuit. On parle aujourd'hui du sextuple meurtre à l'origine d'un mythe, celui d'Amityville. Abordé essentiellement sous l'angle criminologique, vous verrez que ce dossier plein de rebondissements garde encore aujourd'hui son lot de mystères. Amityville est une localité tranquille de Long Island dans l'État de New York. C'est là que la famille DeFeo décide de poser bagages en 1965. Leur belle bâtisse de style colonial hollandais a été construite en 1925 au bord de l'eau. Elle se compose de plusieurs étages comprenant 5 chambres, 3 salles de bain et un sous-sol aménagé avec table de billard. La famille semble plutôt aisée. À l'intérieur, trône lustre en cristal, statues, tapisserie noble, assise en velours, portrait de famille et piano à queue. Dans le jardin, on retrouve une grande piscine creusée et au bout de la parcelle, un hangar à bateau. C'est dans ce contexte qui semblerait idyllique pour beaucoup qu'une nuit se produit l'horreur. Aux alentours de 18h30, ce 13 novembre 1974, Ronald DeFeo Jr., alors âgé de 23 ans, revient en trombe dans le Henry's Bar au 180 Merrick Road où il était quelques dizaines de minutes plus tôt. À peine a-t-il passé la porte que celui que tout le monde surnomme Butch interrompt les clients en criant « Vous devez m'aider, je crois que ma mère et mon père sont morts ». Au bar est assis l'un de ses meilleurs amis, un certain Robert Kalske, dit Bobby. Le maçon de carrière se précipite vers son ami maintenant tombé à genoux sur le sol, pleurant et suppliant qu'on lui apporte de l'aide. Bobby demande à Butch s'il est sûr que ses parents ne sont pas simplement endormis, mais le jeune homme rétorque que non, il les a vus. Le Henry's n'est qu'à 2 minutes de la maison des DeFeo. C'est finalement un petit groupe d'habitués et William Scordamalia, le propriétaire du bar, qui décide d'accompagner Ronald Jr. paniqué. Ils s'entassent dans sa Buick Electra 225 bleue de 70 et conduisent jusqu'au 112 Ocean Avenue. Ils pénètrent dans la maison, tout est calme. Seule l'horloge du hall d'entrée et les aboiements de Shaggy, le chien des DeFeo attaché près de la porte arrière, cassent ce silence assourdissant. Il n'y a personne au rez-de-chaussée. Les vastes pièces à vivre sont vides, seul un gros bouquet de roses trône sur la table de la salle à manger, rappelant les teintes rougeâtres des murs. Le petit groupe se hâte de monter les escaliers. Bobby est un habitué de la maison, il sait exactement où se trouve la chambre principale. Il s'arrête à l'entrée et appuie sur l'interrupteur. Juste devant se trouve une commode recouverte d'items religieux. Sur la gauche de la porte siègent d'autres meubles en bois sculpté, des photos, un verre à vin, une brosse à cheveux, et sur la télé trônent de nombreux mégots de cigarettes de la marque Lark remplissant un large cendrier en cristal. Au fond de la pièce, au pied du mur de miroir, sur le lit conjugal, se trouve Ronald Joseph DeFeo Sr., 43 ans. Près de lui, enfui sous une couverture dorée comme pour se protéger de la fraîcheur automnale, gît son épouse, Louise DeFeo, 42 ans. La femme serre encore dans sa main gauche le collier que son mari lui avait offert. Un orifice d'arme à feu au milieu du dos nu du père de famille est nettement distinguable et indique clairement que le couple ne dort pas. Du sang séché a même coulé de la plaie jusqu'au caleçon de l'homme inerte. Face à ce spectacle cauchemardesque, John Altieri, qui faisait partie du groupe, se rue dans la chambre nord-est de l'étage. Là, des baskets, des jouets et des dessins parsèment la pièce. Au mur, des canons et des aigles émaillent le papier peint. De chaque côté, un lit, et dans chacun d'entre eux, il y a un corps. À gauche, John DeFeo, 9 ans, le t-shirt Knicks détrempé de sang. À côté du garçon, sur la droite de la pièce, repose son frère, Mark DeFeo, 12 ans.
Entre les deux enfants se trouve une paire de béquilles et un fauteuil roulant. Le petit Mark, 7 ans, récemment blessé au football et ne pouvant plus se déplacer seul. Dans la chambre suivante, celle d'Allison, au milieu des puzzles, une scène d'horreur contraste avec l'apparente gaieté et le caractère encore infantile véhiculé par le papier peint à fleurs. Le corps sans vie de la jeune adolescente de 13 ans est étendu sur son lit, gisant dans la mare froide de son propre sang. Le matelas est imbibé à tel point que ce dernier s'en échappe, formant de longues coulures sur la boiserie de son lit jusqu'à goûter sur la moquette. Enfin, dans la dernière chambre occupée, au dernier étage, repose sous une couverture rose le corps de Dawn, 18 ans. En face de la porte, un singe en peluche semble fixer la triste scène. Le dernier acte d'une tuerie sans précédent. Tout le monde se réunit au rez-de-chaussée. Là, Joey Yeshuit, un ami de Butch, appelle le 911 avec le téléphone de la cuisine. Il raconte alors à l'opérateur d'urgence ce qu'ils viennent de découvrir et la brigade des homicides du département de police du comté de Suffolk se rend sur place. On fait des constatations, gèle les scènes de crime et questionne le voisinage pour recueillir des témoignages. Vers 19h20, Michael Brigante, le père de Louise et grand-père de Ronald Jr., arrive sur les lieux. Butch, qui est de toute évidence le seul survivant du massacre, est de suite interrogé par l'agent Gaspard Randazzo dans la cuisine familiale. Rapidement, on fait déplacer le miraculé chez les voisins, où un centre de commandement temporaire a été installé. Il est suggéré qu'il peut encore être en danger et doit bénéficier d'une protection policière. Ronald is being safeguarded by the Suffolk County Police at this time. Why safeguarded? Why? Because there's 6 members of the family dead, and we don't know why. L'entretien se prolongera au commissariat jusqu'à 3 heures du matin cette nuit-là. Ronald Jr. a tout d'un témoin coopératif. Il raconte que la nuit précédente, il est resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin pour regarder Castle Keep, un film de guerre. Vers 4 heures du matin, il dit être passé devant les toilettes à l'étage et que le fauteuil roulant de son frère se trouvait devant la porte. Il rapporte avoir entendu la chasse d'eau et comme il ne parvenait pas à dormir, il décide de se rendre au travail plus tôt. Il est alors certain que sa famille va bien. Ce jour-là, il passe plusieurs appels à la maison, surpris que son père, avec lequel il travaille, ne soit pas sur place. Il quitte son poste en début d'après-midi, vers 13h, pour passer du temps avec des amis, puis retourne à son domicile afin de vérifier que ses parents vont bien. Il explique que face à la porte d'entrée fermée à clé, il a dû passer par une fenêtre en se hissant à la force de ses bras. Là, il tombe sur le corps de ses parents. Après avoir partagé son témoignage, Butch s'endort sur un lit de camp dans la salle des archives. Pendant ce temps, les corps de toute sa famille sont déplacés. Malheureusement, le cadavre de l'un des jeunes fils tombera de la bâche qui le tenait et s'écrasera sur le sol devant la demeure, laissant à tous ceux qui étaient présents un souvenir indélébile. Toutes les victimes ont donc été retrouvées dans leur lit, en pyjama, allongées sur le ventre et sans aucun signe de lutte apparent. Concernant l'heure des meurtres, de fausses informations sont souvent relayées. En réalité, on ne possède aucune donnée précise sur l'heure exacte du crime. Dans les rapports d'autopsie officiels, on fait état d'une marge de plusieurs heures. Il est probable que la famille ait été tuée entre 2 et 4 heures du matin. Certains voisins rapportent des aboiements de chiens dans les 3 heures. Très vite, il est démontré que l'arme du crime est une carabine à levier Merlin, modèle 336, de calibre 35. Seulement, l'enquêteur Shirvel trouve des boîtes de munitions pour un calibre 35 dans le placard de la chambre de Ronald Jr. De plus, selon les propres aveux du jeune homme, il était présent cette nuit-là, et donc est physiquement lié à la scène de crime, sur le créneau horaire des meurtres. Plusieurs éléments, suite à l'analyse des preuves matérielles, entrent donc en contradiction directe avec la version de Butch. Des incohérences sont soulignées, son innocence se fissure. À 8h45, ce 14 novembre au matin, le détective George Harrison réveille le survivant pour lui lire ses droits. Il renonce à l'assistance d'un avocat dans l'objectif de prouver sa bonne foi, mais rapidement, l'accusé avoue les meurtres. Il déclare face aux policiers « Une fois que j'avais commencé, il m'était simplement impossible de m'arrêter. Ça s'est passé si vite. » Peu à peu, le déroulement de cette effroyable nuit est reconstitué. La première pièce dans laquelle Ronald pénètre est la chambre de ses parents. Il les abat de 2 balles chacun dans le haut du corps. Il passe ensuite aux chambres des enfants qui seront tous tués d'une seule balle. Butch entre dans la chambre de John et Mark.
Il avance jusqu'à se tenir debout au milieu des 2 lits et tire froidement sur chacun d'entre eux, leur perforant le dos et les organes internes. Selon les constatations, on peut supposer que Mark resta immobile, tandis que John, dont la moelle épinière avait été sectionnée, se contracta sporadiquement pendant quelques instants. Ensuite, l'aîné progresse vers la chambre d'Allison, qu'il tue d'une balle au visage alors qu'il reste sur le seuil de sa porte. Le projectile s'enfonce dans sa joue gauche, traverse son crâne et ressort par son oreille droite. Il termine son parcours meurtrier au dernier étage en tirant sur la tête de sa petite sœur Dawn. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle tous les membres de la famille ont été tués pendant leur sommeil, on sait que certaines victimes ne dormaient pas au moment de leur mort. En effet, les preuves physiques démontrent que Louise DeFeo s'est réveillée suite au meurtre de son mari, mais n'a pas pu réagir. On sait également que la jeune Allison a eu le temps d'apercevoir son meurtrier avant de recevoir une balle en pleine tête. D'autre part, l'enquête de la police de Suffolk conclut que l'arme n'a pas été équipée d'un silencieux et qu'on n'a trouvé aucune preuve de l'administration de sédatifs. Mais lors de son interrogatoire, Ronald Jr. affirmera qu'il avait drogué sa famille. Selon plusieurs sources, la nuit du crime était orageuse, ce qui aurait en grande partie couvert le bruit des coups de feu. Après le sextuple meurtre, Butch prend une douche, s'habille et cache ses vêtements ensanglantés ainsi que son arme dans une tête d'oreiller. Alors qu'il se rend au travail ce 13 novembre au petit matin, il jette les preuves dans un égout pluvial. Durant la journée, il feint d'ignorer pourquoi son père ne se présente pas à l'entreprise. Il va faire du shopping au centre commercial de Massapequa avant d'aller au bar avec des amis, évoquant à cette occasion auprès d'eux son incapacité à entrer en contact avec qui que ce soit de sa famille. On retrouvera finalement l'arme du crime dans le canal. Les 6 victimes seront enterrées au cimetière Saint-Charles de New York le lundi 18 novembre 1974 dans la section 13, rangée haut. Le jour des funérailles, c'est plus d'1 millier de personnes qui viendront rendre hommage à la famille DeFeo, alors que 6 cercueils jonchent l'allée centrale de l'église catholique Saint-Martin de Tours à Amityville. L'édifice sera incapable d'accueillir tout le monde. Quelques 300 âmes se tiendront dehors pendant le service. Le déplacement des membres de la famille nécessitera plus de 35 porteurs. Le petit Mark sera enterré avec ses béquilles. Ronald Jr. changera plusieurs fois d'avocat et son procès s'étendra sur 6 semaines. L'accusé avouera à de nombreuses reprises être mêlé au meurtre, que ce soit durant l'enquête dans les jours suivant le crime, en interview ou encore auprès de son grand-père maternel par courrier. Cependant, cette affaire est remplie de controverses, à commencer par la recevabilité et la véracité de ses aveux initiaux. En effet, après la découverte des corps, il reconnaît sa responsabilité, mais affirmera par la suite avoir été brutalisé par les agents chargés de l'interroger. Ces accusations de violence et d'aveux forcés sont tout à fait crédibles. Ronald n'ayant pas été le seul à porter des allégations de mauvaise conduite envers la division des homicides du comté de Suffolk. Il a été admis qu'elle utilisait des méthodes et des techniques d'interrogatoire douteuses à cette époque, ayant d'ailleurs un taux de classement des affaires de meurtre particulièrement élevé. En effet, le département faisait état d'un taux d'aveu de plus de 90%, soit l'un des plus élevés des États-Unis. Suite à tout ça, plusieurs personnes auraient été sanctionnées. Des témoins rapporteront d'ailleurs qu'ils avaient constaté des ecchymoses sur Ronald dans les jours qui ont suivi l'interrogatoire. Face à ces éléments, son avocat tente de faire supprimer ses aveux pour le procès, mais ça n'aboutit pas. Ronald DeFeo Jr. changera souvent de version au cours de sa vie, certaines étant plus convaincantes que d'autres, nous amenant donc à nous questionner quant à la crédibilité à lui accorder. Il livre par exemple un scénario dans lequel la mafia est impliquée, notamment Louis Fallini, un tueur à gages notoire qui en voulait à sa famille à la suite d'une dispute. Même si ce dernier sera légitimement écarté de l'affaire par la suite, cette version, en tout cas l'implication de la mafia, ne semble pas totalement invraisemblable, plusieurs membres de sa famille entretenant des liens étroits avec le crime organisé. Son oncle paternel, par exemple, Pete DeFeo, est effectivement un homme de main de la mafia new-yorkaise. Ronald Jr. admettra de nombreuses fois être lié au crime, tout en affirmant ne pas être le seul auteur. Avant les meurtres, il passait beaucoup de temps dans le New Jersey. Un jour, Louise, sa mère, lui aurait téléphoné pour l'appeler à l'aide, lui demandant s'il pouvait venir immédiatement au domicile familial pour mettre fin à un conflit entre Dawn et leur père.
On parle ici d'un conflit qui prend de telles proportions que Dawn tente de s'en prendre physiquement à Ronald Senior dans la salle à manger avec un couteau de cuisine. Butch se rend donc à Amityville en voiture le soir même dans l'optique de calmer le jeu. Le 12 au soir, après ce qui sera dépeint comme le dernier épisode violent de la vie familiale mouvementée des DeFeo, les deux frères et sœurs se rejoignent au sous-sol pour discuter de la situation. Ils boivent et Butch consomme de l'héroïne, comme souvent. Dawn, épuisée par plusieurs années de maltraitance et furieuse que son père l'empêche de quitter le domicile et de rejoindre son petit ami en Floride, explique le problème à son grand frère et lui propose de se débarrasser de leurs parents. Dawn serait ensuite allée chercher le calibre 35 qu'elle charge avant de le confier à son frère. Lui dit ignorer qu'elle porte une seconde arme sur elle. Les deux compères montent alors les escaliers à l'aide d'une lampe de poche de type militaire qui sera retrouvée plus tard par la police sur le fauteuil du couloir. Butch racontera qu'une fois arrivés devant la chambre des parents, ils ouvrent la porte et que Dawn continue de s'adresser à lui à haute voix comme s'ils étaient seuls et dans un contexte parfaitement banal. Il rapporte que c'est à ce moment précis qu'il prendra conscience de leur état dû à ce qu'ils avaient ingéré. Les parents seront touchés dans leur lit, mais selon Butch, alors que la mère se vide de son sang encore dans les draps, Ronald Senior lui réussit à se lever pour s'approcher de ses assaillants avant de recevoir une seconde balle quand il est debout. Balle qui le tuera sur le coup, l'empêchant d'atteindre sa cible. Cette version, selon laquelle le père a été tué en dehors du lit, est corroborée par la présence d'une tache de sang sur la porte de la chambre parentale. De plus, le médecin légiste chargé de l'autopsie confirme que les trajectoires des deux balles reçues par Ronald Senior sont très différentes. La victime se serait donc écroulée au sol, mais a été retrouvée en billet sur le lit. Selon Butch, elle y a été portée, mais on sait que le père pesait près de 120 kg au moment de sa mort, tandis que son fils aîné n'en faisait que 74. Ces informations vont donc dans le sens d'une aide extérieure. D'autre part, selon les documents officiels, l'une des deux balles retrouvées dans le corps de Louise DeFeo est différente des autres. Le grammage, tout comme son diamètre, démontre qu'elle n'a pas été tirée par la même arme et qu'elle provient d'un calibre 38. Un élément qui indique clairement la présence d'un deuxième tireur, quel qu'il soit. Butch apportera quelques variations à son récit. Parfois, il raconte que son ami Bobby, qui était présent cette soirée-là, a participé au meurtre des parents avec eux avant de s'enfuir de la maison. Butch serait alors parti à sa recherche pendant une trentaine de minutes. Robert Kelske ne sera d'ailleurs jamais condamné et décédera d'un cancer des poumons en janvier 2001 sans être inquiété. La nuit du crime, quand Butch rentre à la maison, il rapporte avoir découvert les corps des enfants que Dawn aurait supprimés pour éviter tout potentiel témoin. Fou de rage, Ronald Jr. serait monté en trombe au dernier étage voir sa sœur. Il dit qu'en entrant dans sa chambre, il trébuche sur le calibre 35 qui était par terre. Après une brève lutte, Butch aurait pris le dessus, la poussant sur le lit et l'assommant. C'est là qu'il la tue d'une seule balle. Un élément qui pourrait aller dans le sens de cette version est le compte-rendu de l'autopsie. On a constaté que la rigidité cadavérique de Dawn était différente de celle des autres victimes, ce qui démontrait qu'elle était morte significativement plus tard que les autres membres de sa famille. De plus, le rapport d'autopsie a révélé qu'elle avait des traces de poudre non brûlée sur sa chemise de nuit, ce qui pourrait corroborer son implication. Maintenant, lors du procès, l'expert en balistique Alfred de la Pena a déclaré que les traces de poudre non brûlée pouvaient simplement être le signe que la victime se trouvait proche de la bouche de l'arme quand cette dernière a été déchargée. D'autre part, le médecin légiste n'a trouvé aucune preuve de lutte sur le corps de la jeune fille. Globalement, cette version semble, en tout cas en partie, relativement plausible ou est du moins intéressante compte tenu du contexte familial et des éléments troublants qui l'étayent. Le docteur Howard Adelman, médecin légiste chargé du dossier, déclarera pendant le procès qu'il ne voyait pas comment les meurtres avaient pu être commis par une personne seule. D'autre part, Michael Brigante, le grand-père maternel de Butch, engage Herman Race, un ancien inspecteur de police, pour enquêter sur les meurtres, étant convaincu que son petit-fils n'avait pas agi seul. Le détective, chargé de prouver ou de réfuter les accusations portées contre Ronald Jr., affirmera au tribunal qu'il n'y avait pas qu'un seul tueur impliqué. I knew the people involved before and after. That's my honest opinion that these murders were not committed by Butch all by himself. Un autre point intéressant est que l'on n'a jamais pu établir le mobile réel de Ronald. Après le massacre de tous les membres de sa famille proche, il demandera à la police ce qu'il devait faire pour toucher l'assurance vie de ses parents,
ce qui a incité l'accusation à suggérer au procès que son mobile était financier. Cependant, selon Thomas Stark lui-même, juge en charge de l'affaire, il n'y a jamais eu de preuve du mobile qui a été apporté au tribunal. Finalement, aucun autre suspect ne sera poursuivi pour ce crime. Officiellement, Butch DeFeo a agi par lui-même. En somme, quand on se plonge en profondeur dans l'affaire, on prend conscience de son étendue et de son caractère clivant. Plusieurs éléments vont dans le sens d'une certaine dissimulation par le crime organisé. On sait par exemple que Butch se serait débarrassé de documents compromettants concernant l'entreprise familiale la nuit du crime. Il a aussi été mis en exergue l'existence de conflits d'intérêts au sein des juristes impliqués et certaines données poussent à croire en une responsabilité multiple ou encore en une enquête menée à charge. Cette partie du dossier est très complexe. Moi, je vous expose vraiment une synthèse de différentes visions de l'affaire, mais vous encourage à vous renseigner plus en profondeur pour ceux que ça intéresse. Vous avez d'ailleurs la majorité de mes sources en description, notamment une contre-enquête détaillée en premier lien. Je vous laisse donc vous faire votre propre opinion sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Ce qui est sûr en revanche concernant cette affaire, c'est que le cas Amityville soulève toujours des questions un demi-siècle plus tard, sans même aborder le côté surnaturel. Pour tenter de comprendre l'accusé, il faut déjà se pencher sur le milieu dont il vient et l'histoire des DeFeo. Louise, sa maman, fait sa scolarité dans un établissement catholique pour filles. Elle souhaite poursuivre une carrière de mannequin. Ronald Senior, son père, est un athlète dont le charme est reconnu de tous. Le couple se rencontre à la fin de leur adolescence. Selon des correspondances épistolaires, Louise tombe enceinte à la suite d'une relation sexuelle sur les sièges arrière de leur voiture, hors mariage. Ils s'unissent donc en 1951 alors que la jeune femme est déjà enceinte. Les parents de Louise ne cautionnent pas la relation étant de fervents catholiques. Le couple prend donc ses distances et part vivre à Brooklyn dans un appartement modeste sans bénéficier d'un quelconque soutien parental. C'est dans ce contexte que Ronald Joseph DeFeo Jr. naît le 26 août de la même année. Malheureusement, Ronald Senior est un homme violent qui s'en prend très rapidement, aussi bien à sa femme qu'à son fils. Le frère de Louise témoignera de l'existence de violences domestiques dès les premières années. En 1963, Louise, qui ne peut plus supporter les accès de violence de son mari après qu'il l'ait battue au point de lui laisser des marques, décide de le quitter. Pour la récupérer, celui que tout le monde surnomme Big Ronnie décide de mettre à profit ses capacités littéraires. Pour exprimer son amour envers sa femme, il coécrit une chanson qui sera enregistrée en 1963 par le jazzman Joe Williams. Your heart will know it's the real thing. Face à cette déclaration, Louise revient, les violences aussi. La famille ne cessera de s'agrandir entre 1956 et 1965, maintenant au nombre de 7, toujours dans le petit appartement. Le père de Louise trouve l'endroit inapproprié pour les enfants et leur achète la grande bâtisse d'Amityville. Ils s'y installent donc durant l'été 65. Pour eux, cette nouvelle vie est un nouveau départ. Louise nourrit beaucoup d'espoir concernant cette étape qui sonne comme un renouveau. Elle fait d'ailleurs accrocher un panneau stipulant High Hopes devant la demeure. Elle est alors bien loin de se douter de l'avenir tragique qui attend sa famille. Les tensions au sein des DeFeo sont très présentes, notamment entre Ronald Senior et son beau-père. Michael Brigante, le père de Louise, est un homme d'affaires très puissant, proche du crime organisé et à la tête d'une concession automobile renommée. Il engagera son gendre au sein de l'enseigne, ce dernier n'hésitant pas à glisser des lettres injurieuses sous sa porte de bureau. Big Ronnie aurait même détourné près de 200 000 $ de l'entreprise. Ces hostilités prennent racine dans la dépendance financière de Ronald Senior qui vivait en quelque sorte dans l'ombre de son beau-père. C'était lui qui avait acquis la belle maison dans laquelle la famille demeurait. Lui qui avait acheté les meubles qui l'habillaient. Lui qui payait une grande partie des factures. Lui, encore, qui avait financé la série de portraits commandés par son gendre. Ces mêmes portraits, entourés de cadres dorés, fièrement accrochés au rez-de-chaussée, dans les escaliers et au premier étage, et surtout estimés à 50 000 $. En somme, Michael Brigante subventionnait toute la famille DeFeo. L'apparente aisance financière de Ronald Senior, qui faisait son prestige social, il la devait en réalité à son beau-père.
Selon des professionnels de la santé mentale qui se sont penchés sur l'affaire, Bigroni se serait senti en quelque sorte émasculé, d'autant plus dans le contexte d'une famille d'origine italienne très traditionnelle dans les années 60-70. Ce ressenti n'aurait fait que renforcer la frustration et le besoin de contrôle du père de famille. De façon compensatoire et en tant que patriarche bafoué, on peut aisément supposer que la violence était pour lui une façon de se faire respecter et d'asseoir son autorité sur son épouse et ses enfants. Dans cette idée, il s'en prend particulièrement à son fils aîné, dont il attend beaucoup et auprès duquel il n'hésite pas à exprimer sa colère et sa déception à chaque fois que ce dernier n'est, selon lui, pas à la hauteur. Ronald Jr. a une très bonne relation avec sa mère, dont il est proche, tandis que les liens qu'il partage avec son père sont bien plus tumultueux. Les violences physiques, que ce soit envers Louise ou les enfants, persistent. On nous rapporte une scène dans laquelle le père, parce que son fils aîné avait fait tomber sa serviette pendant le dîner et qu'il se reculait pour la ramasser, l'a plaqué contre le mur et l'a battu jusqu'à ce que le jeune homme s'écroule ensanglanté sur le sol. Le père avait simplement cru que Ronald Jr. voulait quitter la table sans demander la permission. L'homme tyrannique, usant et abusant de chantage et de coups, serait allé jusqu'à couper les freins de la voiture de son fils. On lui connaît une tendance à compenser ses abus et son manque de gestion émotionnelle en gâtant ses enfants, notamment Butch qui avait tout ce qu'il voulait. Il recevra d'ailleurs un petit bateau d'une valeur de 14 000 $. Dawn ne sera pas la seule à tenter de s'en prendre à son père. En effet, Butch a déjà voulu par le passé tirer à bout portant sur son abuseur lors d'une dispute violente entre ses parents. Il aurait appuyé sur la gâchette de son fusil de chasse de calibre 12, mais l'arme a mal fonctionné et le coup n'est finalement pas parti. Socialement, Bigroni est dépeint, notamment par des amis de la famille, comme généreux, gentil et investi auprès de l'équipe de football des enfants. En parallèle, il est à plusieurs reprises présenté comme dominateur et impétueux, apparaissant en figure d'autorité rigide et colérique. Les DeFeo, considérés par le voisinage comme une famille agréable et normale, est en réalité une famille dysfonctionnelle au bord de l'implosion. Dawn et Butch ont tous deux clairement exprimé leur volonté de prendre leur indépendance et de la distance avec la maison. Selon Ronald Jr., la mère de famille, qui est décrite comme une très belle femme, souhaitait elle aussi s'évader de cet environnement, entretenant plusieurs aventures extra-conjugales, dont une avec le peintre missionné par son mari pour immortaliser la famille. D'autre part, les enfants sont scolarisés dans des écoles catholiques à leur tour. La religion occupe une place importante au sein de la famille DeFeo qui fréquente très régulièrement l'église catholique Saint-Martin de Tours. Des objets religieux parsèment les pièces de la maison et une statue de Saint Joseph tenant Jésus trône sur la pelouse. Seulement le rapport que semble entretenir Ronald Sr. avec sa foi pose question et va jusqu'à mettre en danger ses proches. En effet, Bigroni est dit délirant et enfermé dans son fanatisme. Il affirme avoir des visions, connaître des éléments secrets de la Bible, parler avec Dieu ou encore prédire l'avenir. Un témoin rapporte qu'un jour en vacances, dans une tempête de neige, il a arrêté de conduire, lâchant son volant et disant qu'il laissait les anges guider le véhicule à sa place. Évoluant dans ce contexte, tout ne se passe pas bien pour le jeune Ronald Jr. en dehors du foyer. À l'école déjà, celui qui n'était qu'un petit garçon est victime de railleries et d'humiliations de la part de ses camarades en raison de son surpoids. On le surnomme notamment Pork Chop, autrement dit côtelette de porc. À l'adolescence, Butch maigrit beaucoup en raison de sa consommation d'amphétamines et d'alcool. Ce qui était à la base, selon lui, une vodka 7-Up occasionnelle se transforme petit à petit en consommation de scotch quotidienne. C'est à cet âge qu'il commence à se rebeller face aux abus de son père. Ses parents l'emmèneront voir un psychiatre, mais leur fils insistera sur le fait qu'il n'avait pas besoin d'aide et refusera d'assister aux séances. Il s'enfonce davantage dans la consommation de LSD, de cristal et d'héroïne. Ronald Jr. finit par être expulsé du lycée pour son impulsivité et la violence dont il fait preuve face aux autres élèves. Il est alors décrit comme un adolescent à problème. Il enchaîne les petits boulots, mais rapidement licencié pour absentéisme. Son père compense en lui versant 500 $ par semaine, les violences au domicile étant toujours compensées par des biens matériels. À l'âge de 18 ans, Butch est embauché au sein de la concession automobile familiale et gagne un salaire hebdomadaire de 1 000 $. L'année du crime, il s'illustre dans la délinquance puisqu'il planifie un vol au sein de l'entreprise. En effet, fin octobre, on confie au jeune employé la responsabilité de déposer à la banque 1 800 $ en espèces et 20 000 $ en chèques. Butch met en place un simulacre de vol sur le chemin avec un ami dans l'objectif de partager le gain.
À son retour, il affirme s'être fait dérober la somme sous la menace d'une arme alors qu'il attendait un feu rouge. Suite à cette tentative de détournement, son père lui évite des poursuites. En parallèle, d'un point de vue plus personnel, Ronald Jr. entretient une relation amoureuse avec une jeune femme du nom de Geraldine Gates. Leur histoire commence au tout début des 70s, quand la musicienne de 23 ans se produit dans les bars de New York. Butch a alors 17 ans. Au début, elle le trouve odieux, impoli et fanfaron. Elle raconte qu'il essaie de l'impressionner par sa situation financière et qu'elle refuse ses avances avant de craquer face à ses yeux verts et à ses attentions. Très vite, il lui offre un verre, des roses et se montre galant et bien éduqué. Elle le qualifiera de tendre, d'aimant et de généreux. Elle rencontrera ses parents et ses frères et sœurs lors d'un après-midi piscine chez les DeFeo. Géraldine rapporte que ce jour-là, sa mère avait un pantalon et des manches longues ainsi que des lunettes de soleil larges, ce qu'elle trouve étonnant sur le moment en raison de la chaleur importante. Elle témoigne plus tard avoir constaté les bleus, les marques de strangulation et l'œil au beurre noir de la mère de famille. Géraldine explique craindre à l'époque que Butch soit comme son père. DeFeo Jr. et Gates se seraient finalement mariés en 1974 et auraient eu une petite fille prénommée Stephanie, mais ces informations sont encore aujourd'hui controversées. Indépendamment de tous ces éléments, il y a un certain nombre de rumeurs autour d'une potentielle relation incestueuse entre Ronald Jr. et sa petite sœur Dawn. Le 7 juillet 1975, William Weber est désigné pour représenter Butch dans son procès. La défense se serait vue refuser l'accès aux pièces dont disposait l'accusation. Face à ce constat et aux aveux non supprimables de son client, William Weber ne voit qu'une solution, plaider l'aliénation mentale. Ronald Jr. revendique donc ne pas se souvenir des meurtres en eux-mêmes et avoir été manipulé par une entité encapuchonnée qui lui aurait donné l'arme pour tuer sa famille après qu'il ait entendu des voix complotées contre lui. Plus tard, il déclara que c'était en réalité son avocat qui avait choisi cette défense contre son gré pour rendre l'histoire plus attractive. Durant le procès qui s'ouvre le 14 octobre 1975, Daniel Schwartz, psychiatre de la défense qui travaillera entre autres sur le dossier David Berkowitz, affirme que l'accusé est délirant, qu'il semblait agir sans aucun objectif clair, qu'il souffre de délire paranoïaque et névrotique et qu'il ne peut donc pas assumer l'entière responsabilité de son crime. Le docteur Harold Zolan, expert de l'accusation, soutient quant à lui qu'il souffre plutôt d'un trouble de la personnalité antisociale, aggravé par la consommation de drogue, qu'il était parfaitement conscient de ses actes et sait différencier le bien du mal. Il souligne le fait que l'auteur présumé ait délibérément nettoyé la scène du crime afin d'éliminer les preuves et ajoute que Ronald Jr. est principalement motivé par son égocentrisme, qu'il est sensé, méthodique, lucide et sournois. Le 4 décembre 1975, l'accusé est condamné à 6 peines consécutives d'emprisonnement allant de 25 ans à la perpétuité. Sa condamnation sera confirmée en appel. L'affaire connaît un certain retentissement médiatique, mais tout bascule quand la famille Lutz entre en scène. George, Cathy ainsi que leurs 3 enfants, Missy 5 ans, Dan 9 ans et Chris 7 ans, emménagent sur Ocean Avenue 13 mois après le sextuple meurtre en décembre 1975. Ils avaient déjà acquis les meubles et des objets des DeFeo courant juillet pour moins de 450 $. Suite au drame bien connu, les parents décident de faire venir un prêtre catholique pour bénir la bâtisse. Alors que le religieux était en train de s'occuper de l'ancienne chambre des garçons DeFeo, il aurait entendu une voix menaçante lui demander de quitter les lieux. Suite à l'événement, il aurait conseillé aux Lutz de ne faire dormir personne dans la pièce. Selon un article de presse d'avril 1977, les Lutz ont suivi les conseils du prêtre et ont alors transformé la pièce en atelier de couture. Seulement, cette mesure semblera ne pas suffire. La famille rapportera un certain nombre d'incidents et d'événements paranormaux qui auraient eu lieu dans les semaines suivantes. Leur chien aurait failli mourir étranglé en sautant au-dessus d'une barrière. Les croix accrochées sur les murs sont retrouvées à l'envers. On entend une fanfare fantôme, des voix ou encore des bruits de pas. Les membres de la famille n'arrivent plus à dormir, léviteraient au-dessus de leur lit et se réveilleraient chaque nuit dans les 3 heures du matin, heure supposée du crime.
La maison est froide comme impossible à chauffer, des odeurs mystérieuses émanent de différentes pièces, des taches indélébiles apparaissent, du liquide gélatineux s'écoule des murs sans qu'on en identifie la source et il y a énormément de mouches. You're talking about how many? Over 100 flies Over 100 at flies. one time. And then you'd go around and kill them. They'd be lying on the floor. You'd come back an hour later and they would be there. Des meubles sont déplacés, on relève des traces d'origine inconnue dans la neige autour de la propriété et on observe plusieurs dégâts matériels comme la porte d'entrée qui aurait été arrachée de ses charnières. Les habitants de la maison auraient senti des contacts physiques dont l'origine serait invisible et des traces rougeâtres comme des brûlures sont soi-disant observées. George rapporte des modulations d'apparence et la personnalité des membres de la famille aurait changé. C'est finalement au bout de 28 jours, du moins c'est ce qui sera dit, que les nouveaux propriétaires quitteront les lieux, soit le 14 janvier 1975. Ils laissent derrière eux beaucoup de leurs biens, partant avec seulement quelques affaires pour se réfugier chez la mère de Cathy Lutz à Babylone, un village situé à un petit quart d'heure de la maison dite hantée. Leur séjour a été si court qu'ils n'avaient payé que $20,000 des 80 000 qu'ils devaient. De ce fait, le 30 août 1976, les Lutz se restituent la bâtisse à la banque. Leur récit est vendu en 1977 comme témoignage sous la forme d'un livre intitulé « L'horreur d'Amityville, une histoire vraie ». L'ouvrage écrit par Jay Hanson devient rapidement un best-seller, le célèbre film L'Exorciste ayant ouvert la porte en 1973. L'adaptation cinématographique du livre sur l'histoire des Lutz obtiendra le record du film indépendant le plus rentable de tous les temps jusqu'en 1990. Le couple Warren sera amené à se pencher sur le cas, soutenant la thèse surnaturelle suite à une visite de la propriété, bien que rien n'ait été enregistré ou prouvé sur le plan scientifique. It affected Ronald DeFeo one way. It affected the Lutzes another way. It affects everybody that goes into that house. Des moyens ont été déployés pour l'enquête paranormale de 1976 programmée par Channel 5. Une caméra infrarouge équipée d'une minuterie est placée sur le palier du premier étage afin de prendre des photos régulièrement durant la nuit. C'est à cette occasion que le cliché le plus connu du lieu sortira. Les spéculations afflueront, affirmant qu'il s'agit du fantôme du petit John, le frère de Ronald, victime du massacre. L'affaire Amityville devient peu à peu un véritable phénomène et intègre la culture populaire. On compte aujourd'hui une trentaine de films sur le sujet en à peine plus de 50 ans. On a émis de nombreuses hypothèses sur l'histoire des lieux pour tenter d'expliquer le crime de novembre 1974. On a par exemple dit que Ronald Jr. avait été influencé par des esprits amérindiens parce que la maison avait été construite sur un ancien cimetière ou encore un sanatorium. Mais les historiens locaux affirment qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de tels lieux à proximité. Selon l'Amityville Historical Society, la propriété d'Ocean Avenue a été construite en 1924 sur ce qui était autrefois une terre agricole appartenant à l'une des familles les plus importantes et les plus influentes d'Amityville. Une autre théorie fantaisiste veut que la propriété soit maudite parce qu'elle aurait appartenu à John Ketchman, un sorcier sataniste présumé qui avait fui Salem. Seulement, après une enquête approfondie, on ne possède aucune information pour corroborer cette rumeur. On sait en revanche que George Lutz nourrissait un certain intérêt pour les sciences occultes et qu'il s'était longuement renseigné sur le sujet, notamment avant d'emménager à Amityville. En réalité, bon nombre des phénomènes décrits par les Lutz peuvent être expliqués de façon rationnelle. Par exemple, entendre des bruits dans une maison n'a rien d'étonnant, notamment en ayant rallumé le chauffage après qu'elle ait été inhabitée pendant près d'1 an. Cette remise en route a pu créer des craquements, des dilatations des boiseries ou encore des bruits de tuyauterie, notamment si le système n'a pas été purgé. D'autre part, des mouches ont pu pondre et le chauffage influer sur l'éclosion des œufs. Tous les témoignages des proches de la famille DeFeo se rejoignent. Ils n'ont jamais rien constaté. Anthony Gangitano, un ami d'enfance de Mark DeFeo, a par exemple témoigné en affirmant n'avoir jamais rien relevé d'étrange malgré les innombrables nuits passées dans la maison quand il était petit. Peu à peu, on prend conscience que la renommée du dossier tient davantage du canular à des fins commerciales que d'autres choses. Les Lutz changeront de nombreuses fois de version, notamment ce qui concerne la durée de la période qu'ils ont passée à Amityville, variant de 10 à 28 jours.
D'autre part, on ne connaît l'existence d'aucune photo prise durant cette période, notamment des photos de famille prises à Noël ou du moins durant les fêtes. Et l'on sait qu'ils n'ont jamais appelé la police malgré tout ce qu'ils prétendent avoir subi. Concernant l'histoire de Porte Arrachée, on ne possède aucune facture de réparation ou réclamation d'assurance qui prouve l'existence même de cet épisode. Le prêtre qui est intervenu, Père Ralph Pecoraro, a été dépeint comme un charlatan et a été interdit d'exercer ses fonctions religieuses par le diocèse de Rockville. D'autre part, il a été prouvé qu'aucune empreinte n'a pu être trouvée dans la neige autour de la maison, puisqu'il n'y a tout simplement pas eu de neige du tout au moment où les Lutz y vivaient. Concernant la photo qui fera couler tant d'encre, il est bon de préciser qu'elle sortira en 79, soit 3 ans après la dite enquête, et ce alors que les Lutz étaient en pleine promotion. De plus, on ne possède pas la pellicule originale. En réalité, le cliché montre Paul Bartz, un assistant présent cette nuit-là pour l'enquête. On peut d'ailleurs distinguer la chemise à carreaux qu'il portait ce soir-là. Le livre vendu comme une biographie est en réalité un roman. William Weber, l'avocat de Ronald Jr., reconnaîtra que les événements paranormaux rapportés avaient été entièrement montés par George Lutz et lui-même, un soir autour d'une bouteille. Selon une interview de Butch datant de 92, il a inventé cette histoire de voix sur les conseils de son avocat afin de rendre l'histoire plus attrayante. William Weber ayant été approché pour écrire un livre avant même le début du procès de Butch. Suite à cette proposition et face aux réticences de l'accusé à passer pour fou, il lui promet qu'il sortira de prison rapidement tout en étant riche grâce au succès du livre. En réalité, le plan était de reverser un très faible pourcentage à Ronald Jr. Ce dernier clamera toute sa vie que cette histoire de fantôme n'était qu'une vaste escroquerie. We've been asked many times why we stayed so long. It's very hard to remember the exact emotions or the moment why you would make a decision or why not. Les Lutz auraient eu des motivations financières. On estime qu'ils ont touché près de 250 000 $ pour le premier livre et 160 000 $ pour le film qui en a découlé. Kathy et George finissent par divorcer en 1980. Plus tard, Danny et Chris, leur fils, soutiendront le fait que les événements décrits avaient été largement amplifiés. Kathy décède finalement d'emphysème en 2004 et George, lui, d'une maladie cardiaque en 2006. Les documents de l'héritage stipulent alors qu'il était propriétaire à 94% d'une entreprise nommée Amityville Horror Enterprises LLC, entreprise qui représente presque tous les livres et les films réalisés sur le sujet. Après le départ des Lutz, la Maison du Diable est rachetée par Jim et Barbara Cromartie en mars 1977. Ils y resteront 10 ans. Suite au battage médiatique autour de l'affaire, la maison sera en proie à des hordes de touristes. Les nouveaux propriétaires jugent donc nécessaire de changer l'adresse pour dérouter les curieux. Le 112 Ocean Avenue devient le 108. Sur Google Maps, la propriété est indiquée au 110 et est entièrement floutée. Les Cromartie ont poursuivi les Lutz en justice, affirmant que leur livre constituait une atteinte à la vie privée et que de fausses déclarations avaient été faites délibérément et uniquement à des fins d'exploitation commerciale. Finalement, les parties parviendront à un accord non divulgué. Courant août 87, Peter et Jeanne O'Neill achètent la maison aux Cromartie. Ils décident de faire changer les célèbres fenêtres côté route et font remplir la piscine des DeFeo. En juin 97, Brian Wilson achète la maison pour environ 310 000 $. Il y réalise de nombreuses rénovations, notamment le renforcement des fondations du hangar à bateaux qui était en train de couler et l'ajout d'une véranda à l'arrière de la maison. Caroline et David D'Antonio, son mari, acquièrent la propriété en 2010 pour 950 000 $ et y vivront jusqu'à ce qu'elle revienne sur le marché. Courant mars 2017, elle s'est vendue au prix de 605 000 $. La très célèbre maison coloniale appartient depuis lors à un acheteur anonyme. Aucun propriétaire après les Lutz n'a relevé quoi que ce soit d'anormal. Concernant le devenir de Ronald Jr., décrit comme un détenu modèle et poli, on sait qu'il a entretenu des relations homosexuelles en détention selon ses propres confessions à son grand-père. En parallèle, Geraldine Gates promet à Michael Brigante de veiller sur son petit-fils
à sa demande. Cependant, au bout de quelque temps, le jeune condamné lui demande de reprendre sa vie, de l'oublier et de ne plus revenir lui rendre visite en prison. Ils resteront tout de même en contact jusqu'en 2003. Gates décédera en 2015. Butch aura quant à lui plusieurs relations amoureuses et se remariera à 3 reprises. Après être resté à l'établissement correctionnel de Greenhaven, il est transféré au centre pénitentiaire de Sullivan. Le criminel qui prenait des opioïdes quotidiennement est emmené à l'Albany Medical Center le 2 février 2021. The killer whose case inspired the Amityville Horror book and movie has died in prison. The convicted killer whose 1974 murder spree spawned the Amityville Horror franchise has died while serving 25 years to life in prison. Butch est déclaré mort le vendredi 12 mars suivant, à l'âge de 69 ans. Les autorités pénitentiaires n'ont pas révélé la raison de son hospitalisation. Le bureau du médecin légiste du comté d'Albany a procédé à une autopsie, mais la cause de son décès n'a pas été rendue publique. Son corps sera incinéré. Cette affaire très particulière montre comment une scène de crime peut devenir l'un des dossiers dits paranormaux les plus connus au monde et inspirer le cinéma hollywoodien. Mais derrière la folie médiatique et la fascination collective pour des événements inventés de toutes pièces, il y a la mémoire de toute une famille. Dawn aurait eu 67 ans si elle n'avait pas été tuée cette nuit-là. Sa sœur Allison en aurait eu 62, Mark 61 et John 58. Ceux qui n'étaient que des enfants seraient aujourd'hui parents et grands-parents. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Moi j'ai vraiment fait mon maximum pour vous proposer le contenu francophone le plus complet possible sur l'affaire, tout en essayant de synthétiser les choses. Maintenant c'est vrai que c'est pas un dossier facile, parce qu'il est très controversé et les sources sont divergentes, voire carrément contradictoires. J'ai quand même tenté de vous transmettre les informations les plus exactes possibles, bien que je n'ai pas pu traiter chaque aspect ou chaque controverse. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez surtout pas à m'y laisser un petit mot, je lis et réponds à tout le monde. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, c'est très important. Comme certains d'entre vous le savent, je suis seule à assumer chaque aspect de la réalisation de mes épisodes, ce qui représente un travail énorme. Donc le moindre partage m'est précieux et m'aide beaucoup. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis au plus vite, prenez bien soin de vous et de vos proches. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying.